La lumière dorée du lustre en cristal se reflétait sur les verres à champagne alors que 70 voix remplissaient le restaurant romanoès de célébration. La fête du 70e anniversaire de mon père était censée être parfaite. 3 générations de notre famille se sont réunies autour d'élégantes tables en acajou, partageant des histoires et des rires tandis que les serveurs se faufilaient entre nous, portant des plateaux en argent. Papa avait l'air distingué dans son blazer bleu marine, ses cheveux argentés parfaitement peignés comme toujours. Mon fils Jake était assis à côté de moi, portant la nouvelle chemise que nous avions choisie ensemble ce matin-là. Il était enthousiaste à l'idée de cette soirée, demandant si grand-père aimerait la carte d'anniversaire faite à la main qu'il avait mis des heures à créer. Puis papa s'est levé, a levé son verre de champagne et a prononcé des mots qui ont fait voler mon monde en éclats. Il a qualifié ma sœur Sarah de son plus grand cadeau et l'a remercié de lui avoir donné 2 parfaits petits-enfants. Jake m'a regardé droit dans les yeux. Ses yeux de 10 ans, se remplissant de confusion et de douleur, ont chuchoté, « Et moi, alors ?» J'ai senti ma poitrine se serrer alors que le silence enveloppait la pièce. Tous les membres de la famille ont tourné leur attention vers notre table, sentant le changement d'atmosphère. La lèvre inférieure de Jake tremblait légèrement et je pouvais le voir lutter pour comprendre pourquoi grand-père l'avait complètement oublié. Ma sœur Sarah rayonnait de l'autre côté de la pièce, savourant les éloges tandis que ses filles jumelles, Emma et Grace, gloussaient à côté d'elle. Son mari, Marcus, a levé son verre en signe de reconnaissance, souriant largement à la mention. Mais Jake fixait sa part de gâteau au chocolat intacte, la carte d'anniversaire qu'il avait faite poser, pliée, à côté de son assiette. Je me suis souvenu avec quelle minutie il avait dessiné une image de lui et de son grand-père en train de pêcher ensemble, écrivant « Joyeux anniversaire au meilleur grand-père de tous les temps », de sa main soignée. Maintenant, cette carte semblait être la preuve d'une relation qui n'existait que dans l'imagination pleine d'espoir d'un garçon de 10 ans. Mon père a continué son toast, louant les réalisations de Sarah en tant que mère et son dévouement aux valeurs familiales. Il a parlé de sa fierté de voir Emma et Grace devenir de belles jeunes femmes, de la joie qu'elles apportaient à ces années de retraite. Chaque mot était comme un autre clou dans le cercueil du sentiment d'appartenance de Jake. J'ai vu les épaules de mon fils s'affaisser alors qu'il assimilait la réalité que son grand-père ne le considérait apparemment pas digne d'être mentionné. Le poids du moment m'a écrasé comme une force physique. Il ne s'agissait pas seulement de sentiments blessés ou de paroles irréfléchies. Il s'agissait de la compréhension de mon fils de sa place dans notre famille, de son sentiment de valeur et d'appartenance. Jake avait déjà perdu sa mère avant même de pouvoir en former des souvenirs. Maintenant, il semblait apprendre que son existence ne comptait pas assez pour son grand-père pour mériter ne serait-ce qu'une mention passagère dans un toast d'anniversaire. Je pouvais sentir l'énergie d'attente dans la pièce alors que les membres de la famille attendaient de voir comment ce moment gênant allait se résoudre. Certains avaient l'air mal à l'aise, les autres semblaient inconscients de la douleur dont ils venaient d'être témoins. Sarah a croisé mon regard et a légèrement haussé les épaules comme pour dire que le favoritisme de papa n'était pas sa responsabilité. Son rejet désinvolte de la peine de Jake a allumé quelque chose de féroce en moi. Je me suis levé lentement, ma chaise raclant contre le parquet avec un son qui a coupé les conversations murmurées. Tous les yeux dans le restaurant se sont fixés sur moi alors que je levais mon propre verre de champagne, le cristal attrapant la lumière et envoyant de minuscules arcs-en-ciel sur la nappe blanche. Mon cœur battait contre mes côtes, mais Jake avait besoin de voir son père le défendre. Il avait besoin de comprendre que quelqu'un dans cette famille reconnaissait sa valeur. Papa, c'était un beau toast. Ai-je commencé, ma voix portant clairement dans la pièce. Les enfants de Sarah sont en effet merveilleux, mais j'aimerais ajouter quelque chose sur les cadeaux et les petits-enfants que je pense que tout le monde devrait entendre. La pièce est devenue complètement silencieuse. Même le serveur a cessé de bouger, sentant la gravité du moment. Les sourcils de mon père se sont froncés de confusion, tandis que le sourire confiant de Sarah commençait à vaciller. Tu vois, Jake ici est aussi ton petit-fils, et il représente le genre de cadeau le plus précieux imaginable. Sa mère, ma belle épouse Lisa, est morte en le mettant au monde. Elle a sacrifié sa vie pour que Jake puisse vivre. Cela fait de lui non seulement un cadeau, mais un cadeau qui a été acheté au prix ultime. Ma voix s'est renforcée à chaque mot, alimentée par des années de frustration refoulée et l'instinct protecteur d'un père. La tête de Jake s'est redressée, ses yeux grands ouverts de surprise et de quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. J'ai tendu la main et j'ai posé ma main sur son épaule, le sentant se redresser sous mon contact. Pendant que nous parlons de petits-enfants parfaits, ai-je continué, laissez-moi vous parler de ce garçon. Jake a des partout à l'école. Il fait du bénévolat au refuge pour animaux tous les samedis matins.
Il a appris à nous préparer le dîner à tous les deux parce qu'il veut aider à la maison. Il a économisé son argent de poche pendant 3 mois pour acheter des fleurs pour la tombe de sa mère le jour de la fête des mères. Et il a passé 2 heures hier à faire cette carte d'anniversaire parce qu'il aime tellement son grand-père. Le silence s'est étiré, tendu, alors que mes mots s'imprégnaient. J'ai vu tante Charlotte s'essuyer les yeux avec sa serviette pendant qu'oncle Robert s'agitait inconfortablement sur son siège. Les filles adolescentes de mon cousin Danny regardaient Jake avec un nouvel intérêt, comme si elles le voyaient pour la première fois. Alors oui, papa, Sarah t'a donné 2 merveilleuses petites filles. Mais n'oublions pas que Jake est assis ici, écoutant chaque mot, se demandant pourquoi son existence ne vaut pas la peine d'être mentionnée. Il a déjà assez perdu dans sa jeune vie. Il ne mérite pas de perdre aussi son sentiment d'appartenance à cette famille. Le visage de mon père était devenu complètement pâle. Le verre de champagne dans sa main tremblait légèrement alors que les implications de son oubli le frappaient. Dans la pièce, les membres de la famille échangeaient des regards inconfortables, réalisant qu'ils avaient tous été complices de l'exclusion de Jake. Mais c'est la réaction de Sarah qui m'a vraiment choqué. Au lieu d'avoir l'air désolé ou embarrassé, son expression s'est durcie en quelque chose de froid et de calculateur. Elle s'est levée brusquement, sa chaise manquant de basculer en arrière. « Comment oses-tu » a-t-elle sifflé, sa voix tranchant le silence comme une lame. « Comment oses-tu transformer l'anniversaire de papa en une pathétique demande d'attention ? Tu as toujours été jaloux que mes enfants aient 2 parents qui peuvent réellement subvenir à leurs besoins correctement. » La cruauté de ces mots m'a frappé comme un coup physique. Dans la pièce, des halètements ont résonné alors que les membres de la famille assimilaient ce qu'elle venait de dire. Mais Sarah n'avait pas fini. « Tu veux savoir la vérité » a-t-elle continué, sa voix s'élevant à chaque mot. « J'ai essayé de protéger papa de la réalité de ta situation pendant des années. Un père célibataire qui peine à élever un enfant seul, qui cumule 2 emplois juste pour joindre les 2 bouts, pas d'environnement familial stable. Faut-il s'étonner que papa se tourne vers ma famille au lieu de ton désastre ? » Le restaurant était devenu complètement silencieux maintenant. Même les convives des autres tables avaient cessé leur conversation pour regarder notre drame familial se dérouler. Le visage de Jake s'est décomposé, et j'ai senti la rage monter dans ma poitrine comme de la lave en fusion. Mais Sarah a alors commis une erreur qui allait tout changer. Dans sa fureur, elle a laissé échapper la vérité qu'elle cachait depuis des années. Le testament de papa te laisse tout parce que tu es son seul fils. Et j'ai passé les 3 dernières années à essayer de lui faire changer d'avis sur cette tradition ridicule et dépassée. Mes enfants méritent cet héritage plus que Jake. Ils ont du potentiel. Ils ont un avenir qui compte. Peut-être que si papa comprenait quel genre de père tu es vraiment, il prendrait la bonne décision quant à la destination de son argent. Les mots flottaient dans l'air comme un gaz toxique. L'aveu de Sarah qu'elle avait activement travaillé pour monter notre père contre moi et Jake a révélé un niveau de manipulation qui a stupéfié toutes les personnes présentes. Sa motivation n'était pas l'amour ou la protection. C'était la cupidité masquée en préoccupation. Le verre de champagne de mon père a glissé de ses doigts et s'est brisé sur le sol, le son comme un coup de feu dans le silence de mort. Ses yeux ont balayé Sarah et moi, la compréhension se faisant jour sur son visage qu'il avait été pris pour un imbécile. Le verre de champagne brisé a craqué sous les talons de Sarah alors qu'elle s'avançait, le visage rouge de colère et de quelque chose qui ressemblait à de la panique. Elle avait trop révélé, dit des choses qui ne pouvaient pas être reprises. Et maintenant, elle se débattait pour reprendre le contrôle de la situation. Mais au lieu de reculer, elle a redoublé d'attaque. « Vous voulez toute la vérité ?» La voix de Sarah a traversé le restaurant avec une intensité venimeuse. « Très bien, parlons de la vérité. J'ai protégé cette famille des choix irresponsables d'Ernest pendant des années. Papa, sais-tu qu'il a emprunté de l'argent à des usuriers pour payer l'école privée de Jake? Sais-tu qu'il travaille de nuit à l'entrepôt et laisse Jake seul pendant des heures? Chaque mensonge m'a frappé comme une agression physique. J'ai ouvert la bouche pour me défendre, mais Sarah a continué sur sa lancée, son désespoir la rendant imprudente. C'est moi qui t'appelais quand Jake était malade et qu'Ernest était introuvable. C'est moi qui m'assurais que Jake ait des vêtements décents quand Ernest ne pouvait pas se les permettre. J'ai essayé de te montrer que ma famille est stable, responsable, digne de ta confiance et de ton héritage. La manipulation dans ses paroles était à couper le souffle. Elle avait transformé chaque acte de monoparentalité normale en preuve de négligence, chaque difficulté financière en preuve d'inaptitude. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est de réaliser qu'elle avait nourri ses mensonges à notre père systématiquement,
construisant un dossier contre moi, une crise fabriquée à la fois. Jake a tiré sur ma manche, la confusion se lisant sur ses traits. Papa, de quoi parle tante Sarah? Quand ai-je jamais été seule? Quand ai-je été malade et que tu n'étais pas là? Avant que je puisse répondre, la voix de tante Charlotte a retenti de la table du coin où elle était assise tranquillement avec les membres plus âgés de la famille. Sarah, ça suffit. Son ton portait l'autorité de quelqu'un qui avait observé la dynamique de notre famille pendant cette décennie. Je pense qu'il est temps que tout le monde apprenne ce qui se passe vraiment ici. Charlotte s'est levée lentement, son arthrite rendant le mouvement délibéré et douloureux. À 85 ans, elle était la matriarche de la famille, respectée de tous pour sa sagesse et son honnêteté. Quand elle parlait, les gens écoutaient. J'observe cette manipulation depuis des mois, a commencé Charlotte, sa voix stable malgré son âge. Sarah, tu as appelé ton père presque quotidiennement avec des histoires sur les prétendus échecs d'Ernest en tant que parent. Tu as dépeint des images de négligence et d'irresponsabilité qui n'existent tout simplement pas. La salle a retenu son souffle alors que Charlotte continuait. J'habite à 6 pâtés de maison d'Ernest et de Jake. Je les vois constamment ensemble. Je vois Jake se rendre à l'arrêt de bus tous les matins, bien nourri et correctement habillé. Je vois Ernest à chaque événement scolaire, à chaque réunion parents-professeurs, à chaque match de baseball. Je n'ai jamais vu la moindre preuve de la négligence que tu décris à ton père. Le visage de Sarah est devenu blanc alors que les mots de Charlotte démantelaient son récit soigneusement construit. Ce n'est pas tu ne comprends pas toute la situation. Oh, je comprends parfaitement, a interrompu Charlotte, sa voix gagnant en force. Tu as systématiquement empoisonné l'esprit de ton père contre son propre fils et petit-fils parce que tu as terriblement peur d'être exclu de son testament. Tu as fabriqué des crises et joué la sœur inquiète tout en complotant pour voler l'héritage de ton frère. L'accusation a frappé la pièce comme un coup de foudre. Les membres de la famille ont échangé des regards choqués alors que la véritable ampleur de la tromperie de Sarah devenait claire. Elle n'avait pas seulement protégé quelqu'un, elle avait orchestré une campagne pour détruire ma relation avec mon père. Oncle Robert s'est raclé la gorge, l'air mal à l'aise mais déterminé. Sarah, est-ce vrai? As-tu menti à propos d'Ernest? Je n'ai pas menti, a rétorqué Sarah, mais sa voix manquait de conviction. J'étais inquiète. Il y a une différence entre être inquiet de quoi exactement, la question de Charlotte a tranché dans la dérobade de Sarah comme un couteau, des excellentes notes de Jake, de la présence parfaite d'Ernest aux événements scolaires, de la façon dont ce garçon s'illumine chaque fois qu'il parle de son père. J'ai senti la main de Jake se glisser dans la mienne, ses petits doigts se serrant fort alors qu'il assimilait la révélation que sa tante avait menti à notre sujet. La douleur dans ses yeux était remplacée par autre chose, une compréhension croissante que le problème n'était pas avec lui ou moi, mais avec la jalousie et la cupidité de Sarah. Mon père a finalement retrouvé sa voix, bien qu'elle ne soit guère plus qu'un murmure. Sarah, dis-moi que Charlotte a tort. Dis-moi que tu ne m'as pas menti à propos d'Ernest et de Jake. Le silence qui a suivi sa question était assourdissant. Sarah a regardé autour de la pièce, cherchant désespérément un soutien qui n'était pas là. Chaque visage qu'elle rencontrait reflétait la déception, le choc ou une colère pure et simple face à sa tromperie. Papa, j'essayais de te protéger d'eux, a-t-elle commencé, mais les mots sont morts dans sa gorge. Elle ne pouvait pas finir la phrase parce qu'il n'y avait aucun moyen de justifier ce qu'elle avait fait. Mais aussi dévastatrices que fussent ces révélations, aucun de nous n'était préparé à ce qui allait suivre. Marcus, le mari de Sarah, a choisi ce moment pour entrer en titubant par la porte d'entrée du restaurant, sa chemise froissée et sa cravate de travers, ayant manifestement passé la soirée à boire ailleurs qu'à la fête d'anniversaire de son beau-père. Marcus a slalomé entre les tables avec la démarche mal assurée de quelqu'un qui a passé des heures au fond d'une bouteille. Son apparence habituellement impeccable était débraillée, son costume coûteux froissé et taché, ses cheveux normalement parfaits tombant sur son front en mèches grasses. La forte odeur de whisky le précédait alors qu'il approchait de notre réunion de famille, attirant les regards des autres clients du restaurant. Désolé d'être en retard, a-t-il bredouillé, ses mots s'en mêlant alors qu'il s'agrippait au dossier d'une chaise vide pour se soutenir. J'ai dû m'arrêter au bar de Murphy pour fêter ça. C'est mon jour de chance, tout le monde. J'ai enfin touché le jackpot à la table de poker. Le visage de Sarah est passé du pâle au vert alors qu'elle regardait son mari se donner en spectacle. Elle a essayé d'attirer son attention, faisant des gestes frénétiques pour qu'il arrête de parler, mais Marcus était trop ivre pour remarquer ses signaux de détresse. Vous savez ce qui est drôle?
A continué Marcus en se balançant légèrement alors qu'il pointait du doigt la pièce. Tout le monde pense que j'ai un problème de jeu, mais regardez qui parle maintenant. J'ai regagné presque 2000 $ ce soir. Bien sûr, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan par rapport à ce que j'ai perdu, mais, c'est un début, non? Le restaurant était devenu complètement silencieux, à l'exception du doux cliquetis de l'argenterie des tables voisines. Notre famille était assise, figée, regardant ce désastre se dérouler avec la fascination horrifiée des témoins d'un accident de voiture. Les yeux de mon père se sont plissés alors qu'il assimilait les paroles de Marcus. « Que veux-tu dire par ce que tu as perdu ?»« Oh, allez, papa, a ri Marcus, le son amer et creux. Ne fais pas semblant de ne pas savoir. Sarah t'a tenu au courant de tous mes échecs, n'est-ce pas? La maison que nous avons perdue le mois dernier, les fonds d'études des enfants que j'ai joués, les cartes de crédit que j'ai épuisées en poursuivant ce gros gain. Chaque révélation a frappé la pièce comme un coup physique. Les filles de Sarah, Emma et Grace, avaient l'air mortifiées, leurs visages d'adolescentes rougissant d'embarras alors que leur père exposait la dévastation financière de leur famille devant tout le monde. « Marcus, tais-toi » a sifflé Sarah, sa voix à peine contrôlée. « Tu es ivre. Tu ne sais pas ce que tu dis. » Mais Marcus se fichait des conséquences. « Je sais ce que je dis. Je dis que votre précieuse fille vous a volé de l'argent pour couvrir mes dettes. Comment pensez-vous que nous avons maintenu les apparences tous ces mois? Sarah a falsifié votre signature sur des bordereaux de retrait, prenant de l'argent de vos comptes d'épargne pour payer des usuriers. » Les mots ont frappé mon père comme une agression physique. Il s'est agrippé au bord de la table, les jointures blanchissant alors que le sang se retirait de son visage. « Qu'est-ce que tu viens de dire? Il y a 3 mois, quand je devais 15 000 $ à Big Tony et qu'il a menacé de me casser les jambes, votre fille aimante a décidé de se servir dans votre fonds de retraite, et ça continue depuis. Quelques centaines par-ci, un millier par-là. Elle est devenue très douée pour imiter votre écriture. » Le silence qui a suivi la confession de Marcus était absolu. Même le bruit ambiant de la cuisine semblait s'arrêter alors que tout le monde assimilait l'ampleur de ce qu'il venait d'entendre. Sarah n'avait pas seulement menti sur moi pour manipuler les affections de notre père. Elle le volait activement pour permettre la dépendance au jeu de son mari. La voix de mon père, quand elle est finalement venue, n'était guère plus qu'un murmure. « Sarah, s'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas vrai. » La bouche de Sarah s'est ouverte et fermée sans un son, comme un poisson cherchant de l'air. La manipulatrice confiante qui avait systématiquement détruit ma réputation s'est soudainement révélée être une simple voleuse prise la main dans le sac par les confessions ivres de son propre mari. « Papa, je peux expliquer » a-t-elle finalement réussi à dire, mais sa voix tremblait de désespoir. Ce n'était pas du vol. J'allais le rembourser. Marcus a promis qu'il se ferait aider, qu'il arrêterait de jouer si je pouvais juste le sortir de ses dettes. Combien? La question de papa était simple, directe et dévastatrice. Marcus a répondu avant que Sarah ne puisse l'arrêter. Ça a commencé avec 5 000 pour payer Tony, puis 3 autres pour les minimums de la carte de crédit, et 8 de plus quand j'avais cette affaire sur à l'hippodrome qui n'a pas marché. La semaine dernière, elle a pris 1200 pour. Il s'est arrêté, se balançant en essayant de se souvenir. C'était pourquoi la semaine dernière, chérie? Arrête de parler, a plaidé Sarah, mais il était trop tard. Le mal était fait, la vérité était sortie, et il n'y avait aucun moyen de la remettre dans la boîte. Oncle Robert avait sorti son téléphone et parlait doucement à quelqu'un, appelant probablement la banque pour vérifier les comptes de papa. Jason Danny réconfortait ses filles qui avaient l'air traumatisées par les révélations sur leur tante et leur oncle. Tante Charlotte secouait tristement la tête, son expression un mélange de déception et de justification. Mais c'est la réaction de Jake qui m'a brisé le cœur. Il regardait sa tante avec une confusion sincère, essayant de comprendre comment quelqu'un en qui il avait confiance pouvait être capable d'une telle trahison. « Papa, pourquoi tante Sarah prendrait-elle l'argent de grand-père » Avant que je puisse répondre, Marcus a fourni sa propre explication. « Parce que ton papa ici était censé recevoir tout l'argent quand grand-père mourra, et ta tante pense que c'est injuste, alors elle s'est dit que si elle pouvait prouver que ton père était un père terrible et se faire nommer dans le testament à la place, alors elle pourrait me rembourser et garder le reste. » La manière désinvolte dont Marcus a expliqué leur plan, comme s'il était parfaitement raisonnable de voler un homme âgé et de détruire sa relation avec son fils et son petit-fils, était peut-être la partie la plus glaçante de toute la révélation. Mon père s'est levé soudainement, sa chaise tombant en arrière avec un fracas. Pendant un moment,
j'ai cru qu'il faisait une crise cardiaque. Son visage était rouge, sa respiration laborieuse, et ses mains tremblaient de ce que j'ai réalisé n'être pas du choc, mais de la rage pure. « Dehors !» a-t-il dit, sa voix basse et dangereuse. « Vous deux, sortez de ma vue avant que j'appelle la police tout de suite. » Mais Marcus n'avait pas fini de détruire la façade soigneusement construite de sa femme. « La police ?» C'est drôle parce que Sarah prévoyait de les appeler contre Ernest. Elle avait toute une histoire montée sur la façon dont il vous volait, utilisant votre confusion et votre âge contre vous. Elle a des documents et tout est prêt pour l'accuser de maltraitance envers une personne âgée, alors que c'est elle qui vous a volé. La dernière pièce du plan de Sarah s'est mise en place avec une clarté horrifiante. Elle n'avait pas seulement volé l'argent de papa et menti à mon sujet, elle se préparait à m'accuser de ses propres crimes. La diffamation systématique, les fausses histoires sur ma parentalité, les préoccupations fabriquées sur ma situation financière, tout cela visait un moment où elle pourrait me pointer du doigt et prétendre que c'était moi qui manipulais et volais notre père. Le directeur du restaurant s'est approché de notre table avec prudence, clairement préoccupé par le drame familial qui s'intensifiait et dérangeait les autres clients. Avant qu'il ne puisse parler, cependant, la voix de tante Charlotte a traversé le chaos avec une autorité surprenante. « Il y a autre chose que tout le monde doit savoir », a-t-elle annoncé, ses mains âgées tremblant légèrement alors qu'elle cherchait dans son sac à main. Quelque chose sur la mort de Lisa qui pèse sur ma conscience depuis 10 ans. Toutes les têtes se sont tournées vers Charlotte alors qu'elle sortait un petit paquet d'enveloppes jaunies attachées avec un ruban bleu délavé. Les yeux de Jake se sont écarquillés quand il les a vus, reconnaissant quelque chose de significatif même s'il ne comprenait pas quoi. « Ce sont des lettres que votre mère m'a écrites pendant sa grossesse », a dit Charlotte, sa voix lourde d'émotion. « Des lettres que j'aurais dû partager il y a des années, mais j'essayais de protéger tout le monde de vérités douloureuses. » Mon cœur a commencé à s'emballer alors que Charlotte dénouait le ruban avec des doigts tremblants. Lisa avait été proche de Charlotte, lui rendant souvent visite pendant sa grossesse lorsque je faisais des heures supplémentaires pour préparer l'arrivée du bébé, mais je n'avais jamais eu connaissance d'une correspondance entre elles. Lisa n'est pas morte de complications normales de l'accouchement, a continué Charlotte, ses mots tombant comme des pierres dans l'eau calme. Elle est morte d'un arrêt cardiaque induit par le stress, provoqué par une anxiété sévère et un traumatisme émotionnel pendant les derniers mois de sa grossesse. La confession m'a frappé comme un train de marchandises. On m'avait toujours dit que Lisa souffrait de prééclampsie qui avait entraîné des complications lors de l'accouchement. Les médecins avaient dit que c'était imprévisible, inévitable, juste une de ces choses tragiques qui arrivent parfois. Quel genre de traumatisme émotionnel, ai-je demandé, bien qu'une partie de moi redoutait déjà la réponse. Les yeux de Charlotte se sont fixés sur Sarah avec une expression de profonde tristesse et de déception. Le traumatisme de croire que son mari était infidèle, que leur mariage s'effondrait, qu'elle mettait un enfant au monde dans un foyer brisé. Le silence qui a suivi était assourdissant. Le visage de Sarah est devenu complètement blanc alors qu'elle réalisait où la révélation de Charlotte menait. « Votre sœur, » a continué Charlotte, sa voix gagnant en force, a passé des mois pendant la grossesse de Lisa à l'appeler avec des histoires sur les prétendues infidélités d'Ernest. Des appels anonymes décrivant des rencontres fictives avec d'autres femmes, des preuves mystérieuses d'infidélité qui n'ont jamais existé, des suggestions constantes qu'Ernest prévoyait de partir une fois le bébé né. Les mots m'ont frappé comme des coups physiques. Lisa était devenue distante pendant les derniers mois de sa grossesse, anxieuse et méfiante d'une manière qui m'avait dérouté et blessé. Je l'avais attribué aux changements hormonaux et au stress de la grossesse, n'imaginant jamais que quelqu'un lui nourrissait délibérément des mensonges sur ma fidélité. Sarah a convaincu Lisa qu'Ernest ne restait avec elle que par obligation, qu'il en voulait à la grossesse, qu'il prévoyait de les abandonner tous les deux dès que le bébé arriverait. La voix de Charlotte s'est brisée d'émotion. Lisa a passé ces dernières semaines convaincue que son mariage était un mensonge et que son enfant grandirait sans père. La main de Jake a trouvé la mienne, se serrant fort alors qu'il assimilait cette nouvelle information sur la mort de sa mère. La révélation que Sarah avait tourmenté Lisa pendant sa grossesse était presque trop horrible pour être crue. La nuit où Lisa a commencé le travail, a continué Charlotte en sortant une lettre spécifique du paquet, elle m'a appelé en pleurant, convaincue qu'Ernest ne viendrait même pas à l'hôpital parce qu'il ne voulait pas vraiment du bébé. Sarah l'avait appelé cet après-midi-là avec une histoire sur le fait d'avoir vu Ernest avec une autre femme, lui disant qu'il s'était déjà désengagé émotionnellement de leur mariage. Je me suis souvenu de cette nuit avec une clarté cristalline. Lisa avait semblé terrifiée, non pas de l'accouchement, mais de quelque chose d'autre, quelque chose qu'elle n'expliquerait pas. J'avais supposé que c'était une peur normale de devenir parent,
mais maintenant je comprenais que c'était quelque chose de bien plus sinistre. La tension artérielle de Lisa a grimpé en flèche pendant le travail parce qu'elle était convaincue qu'elle faisait face à la maternité seule, la voix de Charlotte n'était plus qu'un murmure maintenant. Le stress et l'anxiété que Sarah lui avait infligés pendant des mois ont finalement submergé son système. Son cœur n'a pas pu supporter le traumatisme émotionnel en plus de l'effort physique de l'accouchement. La révélation a recadré tout ce que je pensais savoir sur la mort de ma femme. Lisa n'était pas morte d'une complication médicale aléatoire. Elle était morte de la torture psychologique que ma sœur lui avait infligée pendant la période la plus vulnérable de sa vie. Pourquoi? Le mot m'a échappé, à peine plus qu'un souffle. Pourquoi Sarah ferait-elle ça à Lisa? À moi? Les yeux de Charlotte étaient humides de larmes non versées alors qu'elle répondait. Parce que même à l'époque, elle était jalouse de votre relation avec votre père. Elle voyait la grossesse de Lisa comme une autre façon pour vous de consolider votre position d'enfant favori, celui qui perpétuerait le nom de famille et hériterait de tout. Elle voulait détruire votre mariage et vous éloigner de la famille. L'ampleur de la malveillance de Sarah était à couper le souffle. Elle avait été prête à torturer psychologiquement une femme enceinte jusqu'à la mort juste pour améliorer sa propre position aux yeux de notre père. Elle avait assassiné ma femme aussi sûrement que si elle avait utilisé une arme. Et elle m'avait laissé croire pendant 10 ans que la mort de Lisa n'était qu'un tragique accident. La voix de Jake était petite et confuse quand il a finalement parlé. Et Sarah a tué ma maman? La question innocente flottait dans l'air comme une accusation. Autour de la pièce, les membres de la famille étaient assis en silence, stupéfaits, alors qu'ils luttaient avec l'ampleur de ce que Charlotte avait révélé. Sarah n'avait pas seulement menti et volé. Elle détruisait systématiquement des vies depuis plus d'une décennie. La voix de mon père, quand il l'a finalement retrouvée, était épaisse de chagrin et de rage. Sarah, est-ce vrai? As-tu torturé Lisa pendant sa grossesse? As-tu causé sa mort? La bouche de Sarah s'est ouverte et fermée sans un son, son visage passant par des expressions de déni, de panique et de calcul désespéré. Mais Marcus, toujours ivre et inconscient de la gravité du moment, a porté le coup de grâce. Bien sûr que c'est vrai, a-t-il bredouillé. Sarah se vante depuis des années de la façon dont elle a brisé le petit mariage parfait d'Ernest. Elle dit que c'était la chose la plus intelligente qu'elle ait jamais faite, se débarrasser de la concurrence pour les affections de papa. La confirmation désinvolte du meurtre de Lisa a brisé quelque chose de fondamental dans l'atmosphère de la pièce. Plusieurs membres de la famille ont halté de manière audible tandis que d'autres ont commencé à pleurer doucement. La prise de conscience que nous avions tous vécue avec l'assassin de Lisa, célébrant les fêtes avec elle, lui faisant confiance avec nos propres familles, était trop horrible pour être pleinement assimilée. Alors que le poids des révélations de Charlotte s'abattait sur la pièce, comme une couverture suffocante, le sac à main de créateur de Sarah a glissé de ses doigts tremblants et a heurté le sol avec un bruit sourd. L'impact a fait basculer le sac, renversant son contenu sur le parquet poli du restaurant. Parmi les articles typiques que l'on s'attendrait à trouver, portefeuille, clés, rouge à lèvres, téléphone, plusieurs documents officiels se sont éparpillés près de mes pieds. Jake, toujours curieux et serviable, s'est instinctivement penché pour ramasser les papiers, mais alors qu'il les ramassait, un document particulier a attiré son attention. « Papa, pourquoi ce papier a-t-il mon nom dessus ?» a demandé innocemment Jake en tenant un document juridique avec l'entête de Patterson, Williams & Associates, droit de la famille. Mon sang s'est glacé en reconnaissant le papier à en-tête du cabinet d'avocats. Ils étaient spécialisés dans les litiges de garde et les cas de protection de l'enfance. Avec un sentiment de terreur grandissant, j'ai pris le document des petites mains de Jake et j'ai commencé à lire, mes yeux balayant la terminologie juridique avec une horreur croissante. Le document était une demande d'évaluation de garde préliminaire déposée par Sarah Henderson au nom de son père, Harold Morrison, citant des préoccupations concernant le bien-être et la sécurité de l'enfant mineur Jacob Morrison, actuellement sous la garde d'Ernest Morrison. La requête demandait une intervention immédiate des services de protection de l'enfance et un placement de garde d'urgence auprès de membres de la famille responsable, en attendant une enquête complète. Qu'est-ce que c'est que ça? Ai-je demandé, ma voix tranchant les murmures choqués autour de la pièce. Mais même en posant la question, d'autres documents se sont révélés parmi le contenu éparpillé du sac à main de Sarah. Plusieurs mémoires, témoignages de moralité, dossiers financiers, rapports médicaux, tout un arsenal de preuves fabriquées conçues pour me dépeindre comme un parent inapte. Sarah s'est jetée en avant, essayant de rassembler les papiers compromettants, mais oncle Robert a été plus rapide, ramassant plusieurs documents avant qu'elle ne puisse les atteindre.
Requête de garde d'urgence, a-t-il lu à haute voix, sa voix remplie d'incrédulité. Enquête sur la négligence d'enfants, l'instabilité financière, les conditions de vie inappropriées. C'est de la folie, ai-je respiré en fouillant dans les papiers. Sarah, tu prévoyais de voler mon fils. Mais les documents ont révélé un complot bien plus élaboré qu'une simple prise de garde. Sarah avait monté un dossier pendant des mois, documentant de faux incidents, fabriquant des preuves et recrutant des témoins qui témoigneraient de la prétendue négligence de Jake et de ma prétendue instabilité. Un document particulièrement accablant était un rapport médical affirmant que Jake avait été traité pour malnutrition et montrait des signes de violence psychologique. La signature au bas appartenait au docteur Patricia Hendricks, la voisine de Sarah, qui se trouvait être pédiatre. Un autre était un rapport scolaire prétendument de l'enseignant de Jake, exprimant des inquiétudes sur son hygiène et son comportement, malgré le fait que les véritables enseignants de Jake n'avaient jamais soulevé de telles questions. Tu as falsifié des dossiers médicaux, ai-je dit, ma voix creuse d'incrédulité. Tu as créé de faux rapports scolaires. Tu as fabriqué tout un dossier fictif contre moi. Jake s'est pressé contre moi, son jeune esprit luttant pour comprendre pourquoi sa tante voudrait le séparer du seul parent qu'il ait jamais connu. Papa, je ne veux pas vivre avec tante Sarah. Pourquoi penserait-elle que je ne suis pas heureux avec toi? L'innocence de sa question a mis en évidence la cruauté du plan de Sarah. Jake était un enfant bien adapté et heureux qui aimait sa vie avec moi. Il n'y avait aucune raison légitime pour que quiconque remette en question notre situation de vie, ce qui signifiait que la motivation de Sarah n'avait rien à voir avec son bien-être. Comme Danny avait trouvé un autre document qui révélait la véritable portée du plan de Sarah. C'est une projection financière, a-t-il annoncé, sa voix sombre. Elle calcule la valeur potentielle de l'héritage si Jake était adopté par Sarah et élevé comme son enfant légal, garantissant qu'elle devienne la principale bénéficiaire de la succession de papa. Le calcul était froid et méthodique. En obtenant la garde de Jake, Sarah se positionnerait comme la gardienne du seul petit-fils de papa, renforçant sa revendication émotionnelle sur sa richesse tout en m'éliminant simultanément en tant que rival héritier. Le plan était d'utiliser le dossier de garde fabriqué pour me dépeindre comme un père inapte, puis d'intervenir en tant que membre de la famille responsable, prête à sacrifier son propre confort pour élever son neveu correctement. Il y a plus, a dit tante Charlotte doucement, ramassant une lettre qui était tombée près de ses pieds. Il semble s'agir d'une correspondance avec un détective privé. Quelqu'un que Sarah a engagé pour suivre Ernest et Jake, à la recherche de preuves de négligence ou de comportement inapproprié. La lettre détaillait des mois de surveillance qui n'avaient rien donné d'utile pour le dossier de Sarah. Le rapport des enquêteurs louait en fait ma parentalité, notant ma présence constante à l'école, les événements, le bonheur et la sécurité évidents de Jake, et notre lien père-fils fort. Mais joint au rapport se trouvait une note de Sarah demandant à l'enquêteur d'être plus créatif dans ses observations et suggérant des incidents spécifiques qui pourraient être signalés comme préoccupants. Tu as engagé quelqu'un pour espionner mon fils, ai-je dit, les mots ayant un goût amer dans ma bouche. Tu as fait suivre un garçon de 10 ans par des étrangers, en espérant fabriquer des preuves qu'il était en danger. Le visage de Sarah était devenu complètement pâle. Sa façade soigneusement construite s'effondrant finalement sous le poids de la vérité exposée. Ce n'est pas ce que vous croyez, a-t-elle balbutié. Je m'inquiétais pour le bien-être de Jake, un père célibataire cumulant plusieurs emplois, aucune influence féminine dans sa vie, aucune stabilité. Quelle stabilité, ai-je rétorqué. Jake a vécu dans la même maison toute sa vie. Il a fréquenté la même école depuis la maternelle. Il a les mêmes meilleurs amis, la même chambre, les mêmes histoires au coucher tous les soirs. La seule instabilité dans sa vie vient des membres de sa famille qui le font se sentir indésirable à la fête d'anniversaire de son propre grand-père. Mais le document peut-être le plus glaçant de la collection de Sarah était un calendrier détaillé intitulé « Plan de transition de la garde ». Il décrivait exactement comment elle avait l'intention de mettre en œuvre son plan, en commençant par les rapports fabriqués au service de protection de l'enfance, suivi d'un placement de garde d'urgence et culminant par une adoption permanente qui ferait légalement de Jake son fils plutôt que son neveu. Le plan incluait même des stratégies pour limiter mes contacts avec Jake pendant la période de transition, réduisant progressivement les visites jusqu'à ce que notre relation soit complètement rompue. Sarah avait calculé qu'un enfant de 10 ans traumatisé finirait par s'attacher à sa nouvelle situation familiale, surtout si ses souvenirs de sa vie antérieure étaient constamment sapés et recadrés comme malheureux ou malsains. Il ne s'agit pas du tout du bien-être de Jake, a dit oncle Robert, sa voix remplie de dégoût alors qu'il parcourait le calendrier de la garde. Il s'agit d'argent et de manipulation.
Tu prévoyais de voler le fils d'Ernest pour assurer ta position de principal héritier de papa. La pièce est tombée dans le silence alors que la pleine portée de la conspiration de Sarah devenait claire. Elle n'avait pas seulement menti sur moi, volé notre père ou tourmenté ma défunte épouse. Elle avait orchestré la destruction complète de ma famille, prévoyant de m'enlever mon fils et d'effacer mon existence de sa vie, tout cela au service de sa cupidité et de sa jalousie. La petite voix de Jake a traversé le silence comme un couteau. Papa, je ne comprends pas. Pourquoi tante Sarah voudrait-elle nous faire autant de mal? C'était une question qui n'avait pas de réponse satisfaisante. Comment expliquer à un enfant de 10 ans que sa tante était prête à détruire son monde entier juste pour mettre la main sur de l'argent qui pourrait ou non lui revenir un jour? Le flot écrasant de révélations sur les plans de Sarah semblait avoir un impact physique sur mon père. Sa respiration était devenue courte et rapide. Son visage rougissant d'une teinte alarmante alors qu'il s'agrippait au bord de la table avec des jointures blanches. Des perles de sueur se sont formées sur son front malgré la climatisation fraîche du restaurant. « Papa, ça va ?» ai-je demandé en me dirigeant vers lui avec une inquiétude croissante. Il a essayé de me repousser, mais sa main a tremblé violemment alors qu'il la portait à sa poitrine, ses yeux grands ouverts de ce qui semblait être de la panique ou de la douleur. Le stress d'apprendre qu'une de ses filles lui avait systématiquement menti, l'avait volé et comploté pour détruire sa relation avec son fils et son petit-fils submergeait clairement son système de 70 ans. « Je pense qu'il faut appeler les secours », a annoncé oncle Robert, sortant déjà son téléphone. Plusieurs membres de la famille se sont précipités, dégageant l'espace autour de la chaise de papa et desserrant son col pendant que quelqu'un faisait signe au directeur du restaurant. En attendant les secours, la respiration de papa s'est progressivement stabilisée, mais sa couleur est restée mauvaise et ses mains ont continué de trembler. Les ambulanciers sont arrivés en quelques minutes, professionnels et efficaces, vérifiant ses signes vitaux et posant des questions sur ses antécédents médicaux. La tension artérielle est élevée mais pas dangereusement, a rapporté l'un des ambulanciers. Le rythme cardiaque est un peu rapide mais régulier. On dirait une réaction au stress plutôt qu'un événement cardiaque. Mais nous devrions le transporter pour une évaluation, juste par sécurité. Non, a dit papa fermement, sa voix rauque mais déterminée. Je ne vais nulle part tant que ce n'est pas fini. J'ai besoin de comprendre ce qui est arrivé à ma famille. L'ambulancier en chef a froncé les sourcils mais a commencé à installer un moniteur portable pour suivre les signes vitaux de papa pendant qu'il insistait pour rester au restaurant. Alors que l'ambulancier attachait des capteurs à sa poitrine, papa m'a fait signe de m'approcher. J'ai besoin que tu saches quelque chose, a-t-il chuchoté, sa voix si basse que j'ai dû me pencher pour l'entendre. Je n'ai pas été complètement dupe de la manipulation de Sarah. Quelque chose clochait depuis des mois, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. L'aveu m'a surpris. J'avais supposé que les mensonges de Sarah avaient été complètement efficaces, que papa avait vraiment cru que j'étais un père inadéquat et que Jake était en quelque sorte moins digne de son attention. Il y a environ 6 semaines, j'ai commencé à avoir l'impression que quelqu'un tirait les ficelles, a continué papa, sa voix se renforçant légèrement. Les appels téléphoniques quotidiens de Sarah, toujours avec une nouvelle inquiétude à propos de toi ou de Jake, se peignant toujours comme la fille raisonnable et stable pendant que tu t'effondrais soi-disant. Cela semblait orchestré, manipulateur. Il a fait une pause, grimaçant légèrement alors que l'ambulancier ajustait l'un des capteurs de surveillance. Alors j'ai décidé de faire ma propre enquête. Je vous ai observé, toi et Jake, sans le dire à personne, pour voir si les histoires de Sarah correspondaient à la réalité. La révélation que mon père avait mené sa propre opération de surveillance était à la fois touchante et déchirante. Pendant que Sarah engageait des détectives privés pour fabriquer des preuves contre moi, papa observait personnellement notre vie quotidienne pour déterminer la vérité par lui-même. « Que as-tu vu » ai-je demandé, bien que j'étais confiant dans sa réponse. « J'ai vu un père dévoué et un enfant heureux et en bonne santé » a répondu papa, les yeux remplis de larmes. « Je vous ai vu lire des histoires au coucher, aider aux devoirs, préparer le dîner ensemble tous les soirs. J'ai vu Jake courir pour t'accueillir après l'école, comme si tu étais la personne la plus importante au monde. J'ai vu une famille qui fonctionne. » Le fait que papa ait été témoin de notre relation authentique pendant que Sarah essayait de le convaincre qu'elle était dysfonctionnelle rendait sa trahison encore plus douloureuse. Elle avait menti à un homme qui cherchait activement la vérité, manipulant quelqu'un qui commençait déjà à douter de ses histoires. Il y a autre chose, a continué papa, sa voix tombant à peine plus qu'un murmure. Le mois dernier, j'ai changé mon testament. J'ai tout divisé à parts égales entre toi, Sarah et Robert.
Je n'arrivais pas à me défaire de l'idée que l'obsession constante de Sarah pour les questions d'héritage corrompait son jugement sur les relations familiales. L'ironie était stupéfiante. Pendant que Sarah complotait et manigançait pour assurer sa position de principal héritier de papa, il avait déjà décidé de distribuer sa succession à parts égales entre ses enfants. Sa conspiration élaborée avait été construite sur une fondation qui n'existait plus. Mais voici ce que je n'ai pas compris jusqu'à ce soir. Les yeux de papa se sont durcis alors qu'il regardait de l'autre côté de la pièce vers Sarah, qui était blottie avec Marcus près de l'entrée du restaurant. Je me sentais manipulé, mais je pensais que la manipulation était subtile, psychologique. Je n'avais aucune idée qu'elle me mentait carrément, qu'elle me volait et qu'elle complotait pour détruire votre famille. L'ambulancier qui surveillait les signes vitaux de papa a froncé les sourcils devant un pic de son rythme cardiaque et a suggéré doucement que nous reportions la conversation jusqu'à ce que son niveau de stress diminue, mais papa était déterminé à finir ce qu'il avait commencé. « Ernest, je vous dois, à toi et à Jake, d'énormes excuses, a-t-il dit, sa voix portant dans la pièce assez fort pour que tout le monde l'entende. Je me suis laissé influencer par des mensonges et de la manipulation, même lorsque mes propres observations contredisaient ce qu'on me disait. J'ai blessé les sentiments de mon petit-fils et j'ai endommagé notre relation parce que je n'ai pas fait confiance à mon propre instinct sur la vérité. Jake s'était tenu tranquillement à côté de moi tout au long de l'évaluation médicale de papa, mais maintenant il s'est avancé avec le courage innocent que les enfants manifestent parfois dans des situations difficiles. « Grand-père, ça va aller ?» a-t-il demandé, sa petite main tendant la main pour toucher doucement le bras de papa. La simple question et le geste semblaient affecter papa plus puissamment que toutes les révélations dramatiques de la soirée. Ses yeux se sont remplis de nouvelles larmes alors qu'il baissait les yeux sur son petit-fils, voyant peut-être pour la première fois l'enfant aimant et attentionné que les mensonges de Sarah avaient essayé d'obscurcir. « Je vais bien, Jake, a répondu papa, sa voix épaisse d'émotion. Et à partir de maintenant, je vais m'assurer que tu saches exactement à quel point ton grand-père t'aime et à quel point il est fier d'être ton grand-père. » Le moment de connexion entre Jake et son grand-père a été interrompu par une agitation près de l'entrée du restaurant. Sarah et Marcus se préparaient apparemment à partir, rassemblant leurs filles et se dirigeant vers la porte. Mais oncle Robert leur a barré le chemin, son expression sombre et déterminée. « Vous n'allez nulle part », a annoncé Robert. « On appelle la police tout de suite pour signaler le vol sur les comptes de papa. Cette famille en a assez de vos mensonges et de votre manipulation. » Le visage de Sarah a traversé une gamme d'expressions, panique, calcul, désespoir, et enfin une détermination froide qui était en quelque sorte plus effrayante que ses précédentes explosions émotionnelles. « Vous n'avez aucune preuve de quoi que ce soit ?» a-t-elle dit, sa voix stable malgré le chaos qui l'entourait. Papa m'a donné accès à ses comptes parce qu'il s'inquiétait de la situation financière d'Ernest. Je protégeais son argent contre le vol, je ne le volais pas moi-même. L'audace de ces mensonges continus, même face aux aveux ivres de Marcus et aux preuves accablantes contre elle, était à couper le souffle. Mais la voix de papa a traversé ces protestations avec une force surprenante. « Sarah, arrête de mentir. Je ne t'ai jamais donné accès à mes comptes. Je n'ai jamais autorisé de retrait. Et après ce soir, tu n'es plus la bienvenue dans ma maison, ma vie ou mon testament. » La finalité de ces paroles semblait briser quelque chose dans le calme de Sarah. Le masque de sœur inquiète et de fille dévouée est finalement tombé complètement, révélant la personne froide et calculatrice qu'elle avait cachée en dessous. Les heures suivantes se sont écoulées dans un tourbillon de rapports de police, d'enquêtes financières et de consultations juridiques. Le vol de Sarah sur les comptes de papa a été minutieusement documenté, avec des relevés bancaires montrant un schéma clair de retrait non autorisé qui coïncidait parfaitement avec les dettes de jeu de Marcus. Les signatures falsifiées sur les bordereaux de retrait étaient évidentes lorsqu'on les comparait à l'écriture réelle de papa, et les documents de garde fabriqués dans son sac à main fournissaient des preuves supplémentaires de son intention criminelle. Le détective Maria Santos, qui a répondu à notre appel, a été minutieuse et professionnelle en recueillant les déclarations des membres de la famille et en examinant les preuves. La tentative de Sarah de prétendre que papa avait autorisé les retraits s'est effondrée lorsque les images de sécurité de la banque l'ont montré en train de falsifier des signatures dans le parking avant d'entrer dans la banque. Madame Henderson, vous êtes en état d'arrestation pour abus financier envers une personne âgée, faux et fraude, a annoncé le détective Santos en lisant ses droits à Sarah. La vue de ma sœur emmenée menottée pendant que ses filles adolescentes pleuraient doucement en arrière-plan était à la fois satisfaisante et déchirante. Marcus a été arrêté séparément pour ivresse publique et complicité de crimes financiers. Le couple qui avait passé des années à comploter pour détruire ma famille faisait enfin face aux conséquences de ses actes.
Dans les jours qui ont suivi, l'ampleur des crimes de Sarah est devenue claire. Elle avait volé près de 37 000 $ sur les comptes de papa en l'espace de 8 mois, de l'argent destiné à financer sa retraite et ses soins médicaux. Sa conspiration de garde élaborée comprenait des dossiers médicaux falsifiés, des rapports scolaires fabriqués et de fausses déclarations qui auraient pu envoyer un homme innocent en prison tout en traumatisant un enfant. Mais le plus important, c'est peut-être que la révélation de Charlotte sur la mort de Lisa a incité les autorités à enquêter pour savoir si la torture psychologique de Sarah pouvait être considérée comme un facteur contributif à l'arrêt cardiaque qui a tué ma femme. Bien que les charges criminelles liées à la mort de Lisa aient été compliquées par le passage du temps, le fait de savoir que Sarah avait délibérément causé le stress qui a conduit à la crise cardiaque fatale de ma femme a apporté un sentiment de clôture que je n'aurais jamais espéré trouver. Le rétablissement de papa après l'épisode de stress a été rapide et complet, aidé par son soulagement de comprendre enfin la vérité sur la dynamique de sa famille. La culpabilité qu'il ressentait d'avoir failli perdre sa relation avec Jake l'a motivé à apporter des changements spectaculaires à son rôle de grand-père. Une semaine après l'arrestation de Sarah, papa avait emménagé dans un petit appartement à 3 pâtés de maison de chez nous, citant le désir d'être plus impliqué dans la vie quotidienne de Jake. Le changement était remarquable. Au lieu du grand-père distant et parfois critique que Jake avait connu, il avait soudainement une présence constante qui assistait à chaque événement scolaire, l'aidait avec ses devoirs et montrait un intérêt sincère pour ses activités. « Papa, pourquoi grand-père ne voulait-il jamais passer de temps avec moi avant ?» a demandé Jake un soir alors que nous regardions par la fenêtre de la cuisine pendant que papa l'aidait à construire une cabane dans notre jardin. « Grand-père a toujours voulu passer du temps avec toi, ai-je expliqué en choisissant mes mots avec soin. Et Sarah lui racontait des mensonges qui le rendaient confus à propos de notre famille. Maintenant qu'il connaît la vérité, il peut te montrer à quel point il t'aime vraiment. La transformation de leur relation était magnifique à voir. Papa semblait déterminé à rattraper le temps perdu, créant de nouvelles traditions et de nouveaux souvenirs avec Jake qui duraient toute une vie. Ils allaient à la pêche tous les samedis matins, travaillaient ensemble dans le jardin que papa avait planté dans notre cour et passaient des heures à regarder de vieux albums photos pendant que papa partageait des histoires sur la mère de Jake que je n'avais jamais entendues auparavant. Un moment particulièrement significatif est survenu lorsque papa a présenté à Jake un fonds d'études qu'il avait créé exclusivement pour lui, indépendamment de toute considération d'héritage. « C'est juste entre nous, petit-fils, a expliqué papa. Ton éducation est le cadeau le plus important que je puisse te donner, et je veux que tu saches que ton avenir est assuré, quoi qu'il arrive. » Les poursuites judiciaires contre Sarah et Marcus ont progressé régulièrement. Sarah a plaidé coupable des crimes financiers en échange d'une peine réduite, acceptant de payer l'intégralité de la restitution plus les intérêts. Marcus a intégré un programme de traitement du jeu ordonné par le tribunal dans le cadre de son accord de plaidoyer. Il leur a été interdit à tous les deux de contacter papa ou de s'approcher de notre famille. Emma et Grace, les filles de Sarah, étaient les victimes innocentes des crimes de leurs parents. Papa est intervenu pour aider à financer leurs études universitaires, reconnaissant qu'elles ne devraient pas être punies pour les actes de leur mère. Les filles ont choisi de maintenir une relation avec notre côté de la famille tout en se distanciant du comportement toxique de leurs parents. Les répercussions de cet horrible dîner d'anniversaire se sont étendues bien au-delà de la justice pénale. Notre famille élargie, qui s'était lentement fragmentée sous l'influence des mensonges et de la manipulation de Sarah, s'est réunie plus forte que jamais. Les réunions de famille sont devenues des célébrations de la vérité et d'une connexion authentique plutôt que des exercices de gestion de ressentiments cachés et de conflits fabriqués. Jake s'est épanoui sous l'attention et l'amour des membres de sa famille, qui le voyaient enfin clairement. Sa confiance a grandi alors qu'il réalisait que la distance qu'il avait ressentie avec certains parents n'avait rien à voir avec sa propre valeur et tout à voir avec les mensonges qui étaient racontés à son sujet. Il a excellé à l'école, s'est fait de nouveaux amis et a développé un sentiment de sécurité quant à sa place dans le monde qui lui manquait auparavant. Little Robert a pris en charge la gestion des finances de papa, mettant en place des garanties pour prévenir de futurs abus envers les personnes âgées tout en garantissant l'indépendance de papa. Tante Charlotte est devenue une présence régulière dans nos vies, partageant des histoires sur Lisa qui ont aidé Jake à comprendre l'amour de sa mère pour lui et les circonstances de sa mort de manière adaptée à son âge. Le changement le plus profond a été dans ma propre relation avec papa. Pendant des années, j'avais eu l'impression de devoir constamment défendre mes choix parentaux et de prouver ma valeur en tant que fils. La révélation que Sarah avait systématiquement empoisonné son esprit contre moi nous a libérés tous les deux pour construire la relation que nous avions toujours voulu mais que nous n'avions pas pu avoir. Ernest, j'ai besoin que tu saches à quel point je suis fier de l'homme que tu es devenu et du père que tu es,
a dit papa un soir alors que nous étions assis sur le porche, regardant Jake s'entraîner à lancer avec un ami voisin. Tu as élevé un garçon extraordinaire dans des circonstances impossibles et tu l'as fait avec une grâce et une force que j'aurais dû reconnaître et célébrer au lieu de remettre en question. Le processus de guérison n'a pas toujours été facile ou simple. Il y a eu des moments où le poids de tout ce que nous avions perdu, Lisa, les années de relations familiales tendues, le sentiment de sécurité de Jake, semblait écrasant. Mais nous avons fait face à ces défis ensemble, en tant que famille, unis par la vérité plutôt que divisés par le mensonge. 6 mois après ce terrible dîner d'anniversaire, nous avons organisé une célébration pour le 71e anniversaire de papa. Cette fois, la réunion était plus petite mais infiniment plus significative. Quand papa a levé son verre pour un toast, ces mots étaient soigneusement choisis et profondément ressentis. À mon petit-fils Jake, qui m'a appris que l'amour ne consiste pas à être parfait ou à répondre aux attentes des autres, mais à être présent, à choisir la famille avant tout. Et à mon fils Ernest, qui a démontré chaque jour ce que signifie être un père dévoué et un homme intègre. Vous êtes tous les deux mes plus grands cadeaux. Jake rayonnait alors que la famille applaudissait, entendant enfin les mots qu'il avait attendu toute sa vie de recevoir de son grand-père. La douleur de cet anniversaire précédent s'était transformée en une fondation pour un amour et une connexion authentique. Alors que je regardais mon fils rire avec son grand-père et ses cousins, j'ai réfléchi aux leçons que nous avions apprises à travers cette épreuve. La vérité a un pouvoir que les mensonges ne peuvent finalement pas vaincre. Les liens familiaux construits sur l'honnêteté et l'amour sont plus forts que ceux manipulés par la peur et la tromperie. Et parfois, les pires trahisons peuvent mener aux plus belles rédemptions. Jake s'est approché de moi alors que la soirée touchait à sa fin, son visage sérieux malgré la célébration qui l'entourait. « Papa, je suis content que tante Sarah se soit fait prendre. Non pas parce que je voulais être triste, mais parce que maintenant tout le monde connaît la vérité sur nous. » Sa sagesse simple a capturé quelque chose de profond sur notre parcours. Nous n'avions pas cherché la vengeance ou la destruction, nous avions cherché la vérité et la justice. Les conséquences auxquelles Sarah a fait face étaient le résultat naturel de ses propres choix, et non des punitions que nous avions imposées par dépit. Aujourd'hui, nos vies sont plus pleines et plus riches qu'elles ne l'ont jamais été. Jake a le grand-père qu'il a toujours mérité. J'ai le père que j'avais toujours espéré, et nos réunions de famille sont remplies d'une joie sincère plutôt que de tensions cachées. La tentative de Sarah de nous détruire nous a finalement rendus plus forts, plus connectés et plus reconnaissants de l'amour que nous partageons. La plus grande victoire n'a pas été de voir Sarah faire face aux conséquences de ses crimes, bien que la justice ait été importante. La plus grande victoire a été de voir Jake grandir, confiant en sa valeur, entouré de membres de sa famille qui célèbrent son existence plutôt que de simplement la tolérer. Chaque histoire au coucher, chaque projet scolaire, chaque repas partagé est un rappel que la vérité et l'amour triompheront toujours du mensonge et de la manipulation. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où quelqu'un en qui vous aviez confiance travaillait contre vous dans votre dos? Comment avez-vous géré la découverte de la vérité sur sa trahison? J'aimerais beaucoup entendre vos pensées et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a touché votre cœur ou vous a rappelé vos propres luttes familiales, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et la partager avec d'autres qui pourraient bénéficier d'entendre parler du pouvoir de défendre la vérité et la famille. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires de la vie réelle sur la manière de surmonter l'adversité et de trouver la force dans des endroits inattendus. Rappelez-vous, quels que soient les défis que vous rencontrez avec les relations familiales ou les problèmes de confiance, il y a toujours de l'espoir de guérison et de rédemption lorsque nous choisissons l'honnêteté plutôt que la commodité, et l'amour plutôt que la peur. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi, et que vos propres liens familiaux se renforcent à travers toutes les épreuves que vous affrontez.